sur deux axes, la santé humaine. Donc là, je mentionne, et si vous voulez avoir vraiment des infos, ça reste vraiment une référence essentielle. Donc c'est une expertise scientifique collective qui avait été commandée par Jacques Chirac, donc c'était dans les années 2000 et quelques. Et en fait, il y avait deux expertises scientifiques collectives en parallèle, donc ça a dû être lancé en 2004 de mémoire, une adressée à INRA, à l'INRA à l'époque et au CEMAGREF, sur faire le point sur l'utilisation des pesticides et les voies pour en limiter l'utilisation. Et puis en parallèle, il y avait cette expertise INSERM. Alors en fait, elle a donc INRA CEMAGREF, on a sorti l'expertise en 2005 et celle-ci est sortie en 2013. Et là, ce qu'on l'on voit, c'est une mise à jour de mémoire en 2021 des connaissances sur l'impact des produits phyto sur la santé humaine. Donc là, j'ai listé les principales maladies qui sont répertoriées dans cette expertise. Donc, troubles du développement neuropsychologique et moteur de l'enfant, les troubles cognitifs et anxio-dépressifs de l'adulte, les maladies neurodégénératives, cancer de l'enfant et de l'adulte, endométriose, pathologie respiratoire et thyroïdienne, maladie de Parkinson, d'Alzheimer et troubles de la fertilité. Donc c'est pas super joyeux. Et après, bon là, bon c'est pas mon domaine d'expertise et puis on n'a pas le temps. En fait, les corrélations, les niveaux de corrélation entre l'exposition et des produits phyto et toutes ces maladies sont variables. Il y en a pour lesquels c'est vraiment avéré, d'autres où il y a de fortes suspicions ou d'autres les corrélations sont moyennes. La grosse difficulté, c'est qu'on a enfin, les résultats sont très clairs sur les cohortes d'agriculteurs et de leurs familles. Par contre, en population générale, d'un point de vue méthodo en épidémio, c'est très difficile de décorréler quelles sont les causes d'un cancer. Et donc, c'est un peu plus difficile en population générale, mais c'est quand même des preuves scientifiques de lien direct entre les pesticides et la santé humaine. Donc ça, c'est pour les hommes et les femmes. Et donc, sur l'autre aspect important, c'est sur la biodiversité. Ben, je renvoie à l'expertise scientifique collective qui a dû sortir en 2003. On sait pas. Ah oui, d'accord, c'est un participant en ligne. Donc, pour les personnes en ligne, ouais, n'oubliez pas de fermer les micros, s'il vous plaît. Et donc voilà, donc ça c'est un gros travail qui a été réalisé. Je pense que la sortie de mémoire c'était 2022. Donc les grandes conclusions, c'est que tous les compartiments environnementaux sont contaminés, que ce soit le sol, les eaux profondes, les eaux superficielles. Pour moi, je savais pas, mais ils ont aussi fait des mesures sur dans les océans et la mer. Et là aussi, on retrouve notamment du glyphosate. Donc ça, c'est des choses importantes. Les aspects atmosphériques aussi. Donc vraiment, sol, eau, atmosphère, les trois sont contaminés. Et il y a des mesures d'impact sur tout un tas de populations, les invertébrés, les vertébrés, euh, notamment sur les populations aviaires agricoles. Au niveau européen, il y a une publi qui indique moins 60% de la population causée par l'utilisation des produits phyto. Donc c'est voilà. Faut pas que je fasse trop long, donc je continue à avancer. Donc là, vous avez vu en fait première première partie, ben, il y a nécessité de protéger les cultures, parce que si vous faites du jardinage, ben, vous voyez bien que vous êtes confronté aux limaces, à des maladies, et aux oiseaux, et j'en passe, et des meilleurs. Et puis, ben, il y a les effets délétères de ces produits phyto, et donc ça génère des tensions au sein des sociétés. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez le lieu de cette photographie, c'est pas super loin d'ici. Ouais, c'est Rock. Voilà, donc c'est le Leclerc de Rock, il y a quelques années. C'était Greenpeace qui avait fait une grande campagne de mobilisation parce qu'il y avait eu des mesures de résidus de produits phyto dans les jus de fruits qui étaient vendus par la marque. Et donc, ils ont mis un coup médiatique sur le distributeur pour qu'il fasse changer le cahier des charges des producteurs avec qui il travaille. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le contexte général. Je vais passer la parole à Ambre. Donc là, ça va être un peu plus sérieux. On va cadrer réglementairement ce qui se passe vis-à-vis des produits phyto. Merci. Donc, avant de regarder les textes de loi précis qui encadrent cet objectif de réduction de l'usage des produits phyto, euh, il faut revenir aux prémices de la construction d'une politique publique avec au début des années 2000 un intérêt politique qui est porté
aux impacts des pesticides sur la santé humaine, sur la qualité de l'eau. Ah oui. Euh, Ainsi que sur donc les différents compartiments environnementaux. Et donc, les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement ont saisi donc l'INRA et le SEMAGREF, comme l'a dit Jean-Noël, pour produire une expertise sur laquelle se sont appuyés les pouvoirs publics pour construire une politique publique. Et donc, en 2007, lors du Grenelle de l'environnement, sont annoncés les premiers objectifs de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Et cet objectif est concrétisé avec la publication de la première stratégie Ecophyto 2018, intitulée 2018, et son opérationnalisation dans un plan Ecophyto. Et donc, le premier objectif était une réduction de 50% de l'utilisation de ces produits en 10 ans, si possible. Donc, à l'époque, si possible, voulait dire que ce n'était pas un objectif contraignant. Depuis, la mention si possible a été retirée. Et il y a eu plusieurs réactualisations du plan avec des objectifs un délai qui a été prolongé dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie s'inscrit dans un contexte réglementaire européen, avec en 2019 l'adoption par l'Union européenne du paquet pesticides, qui comprend plusieurs règlements et plusieurs directives, qui cadrent notamment l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans les États membres, et qui cadre aussi les substances actives autorisées à l'échelle de l'Union européenne. Et ce qui nous intéresse dans ce cadre européen, c'est la directive Sud qui établit un cadre communautaire visant à réduire donc l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des impacts sur l'environnement et sur la santé humaine. Aujourd'hui, on est à la stratégie Ecophyto 2030 qui a été publiée en 2024, qui prévoit une réduction de l'usage de ces produits à l'horizon 2030 et qui a adopté un nouvel indicateur de référence dont parlera Maxime tout à l'heure. Donc ça, c'était les textes qui encadrent précisément la réduction de l'usage des pesticides. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question de réduction de l'usage interfère avec beaucoup d'autres politiques publiques liées à la santé, à la protection de la santé humaine, mais aussi à la protection de la qualité de l'eau, etc., ou encore à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation au changement climatique. Ces objectifs sont repris tels quels dans les différentes stratégies biodiversité à l'échelle française, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale, puisque en 2022, les États membres de la Convention pour la diversité biologique se sont mis d'accord sur un cadre d'action qui prévoit aussi cet objectif à minima de 50% de l'utilisation. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais on a également donc à l'échelle française un plan pour préserver la qualité de l'eau qui identifie aussi cette réduction de l'usage des pesticides comme prioritaire pour l'atteinte des objectifs publics. Bon, c'est un secret de polichinelle. Jusqu'ici, les stratégies écophyto n'ont pas atteint leurs objectifs de réduction de l'usage et de réduction des risques. N'ont pas atteint non plus les sous-objectifs, par exemple, de l'atteinte de 20% de la surface agricole utile en agriculture biologique. Aujourd'hui, on n'est qu'à 10% à peu près. C'est quand même quelque chose qui doit être relativisé, puisque on va dire qu'il y a deux grandes réussites. La première étant que les stratégies écophyto et les dispositifs mis en place ont permis de démontrer l'existence de systèmes de culture économes en produits phytosanitaires, ou voire se passant de produits phytopharmaceutiques, mais qui restent viables économiquement. L'enjeu aujourd'hui, c'est leur généralisation à l'échelle française. Et la deuxième réussite est aussi la question de la toxicité de ces produits, des produits encore utilisés en France. Les produits classés CMR1, c'est-à-dire les produits cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, avérés, ont quasiment disparu en France, ou du moins ont baissé drastiquement. Donc ça, on peut quand même s'en féliciter. Pourquoi cet échec?
je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup d'obstacles, de verrouillages socio-économiques qui montrent que ce n'est pas qu'une question agronomique, ce n'est pas qu'une question technique, la question de réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques. Donc la nouvelle stratégie, elle essaye de répondre à certains de ces verrouillages. Elle met l'accent sur l'accompagnement des agriculteurs, sur aussi la responsabilité partagée avec les acteurs de l'aval, donc les distributeurs, en fait tous les autres acteurs dans les filières agroalimentaires. Mais ils ne sont pas tous adressés. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc bon, on est dans un contexte qui est compliqué, contexte politique, vous le savez, et on est en train de se diriger petit à petit vers une simplification des normes environnementales qui est souvent le credo du syndicat majoritaire de l'agriculture. Donc en 2024, on a eu de nombreuses manifestations en France et en Europe. En France, elles ont débuté avec l'annonce du gouvernement d'augmenter les taxes sur le gasoil agricole et aussi dans un contexte de négociations qui arrivent à leur terme sur l'accord du Mercosur. Donc les revendications qu'on entendait souvent étaient la question d'un revenu digne pour les agriculteurs, la question aussi la mise en lumière de coûts de production qui augmentent avec notamment la hausse des prix de l'énergie et donc d'un alourdissement des charges, la question de la dignité du travail d'agriculteur, mais également la question de la concurrence déloyale qui est un des obstacles principaux à cette transition agroalimentaire, agroécologique, pardon, puisque donc on a des normes européennes et des normes françaises assez importantes, certains diraient pas assez, mais en tout cas plus importantes que dans des pays tiers dans lesquels on importe des produits agroalimentaires qui ne respectent pas en fait les normes qu'on s'est fixées à l'échelle de l'Union européenne, ce qui nécessairement conduit à une pression sur les produits français. Euh, donc la proposition de loi qui a fait le plus parler, c'est la proposition de loi Duplon, qui vise à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Donc vous avez une frise en bas qui récapitule un petit peu le processus législatif. Donc c'est une proposition de loi à l'initiative du Sénat qui a été adoptée au Sénat, puis étudiée à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Suite à cette étude, on a eu un texte qui a prévu de nombreux amendements et qui ont permis de revenir sur des dispositions qui étaient jugées trop favorables à une agriculture industrielle. Et ce texte devait être étudié en mai à l'Assemblée nationale, mais il y a eu une motion de rejet préalable qui a été déposée par les porteurs du texte, qui est assez inédit en France, et pour en fait ne pas discuter le texte en chambre et éviter en fait d'étudier tous ces amendements. Et en fait, le texte va passer directement en commission mixte paritaire qui est composée de 7 sénateurs et 7 députés qui vont revoir à huis clos le texte initial et les 2 nouveaux amendements ne seront pas possibles sur le texte. Bon, donc évidemment, ça pose des questions puisque vous le voyez, c'est un texte qui prévoit de nombreuses qui prévoit la possibilité de déroger à l'interdiction euh, de certains produits, des dérogations temporaires, mais voilà, dont des produits de la famille des néonicotinoïdes, qui sont souvent, dont on connaît la toxicité pour les pollinisateurs et qui posent aussi des questions sur les impacts sur le développement du cerveau pour les humains. Donc dans ce contexte politique qui tend vers la simplification des normes environnementales, comme solution affichée aux contraintes du métier d'agriculteur, la position du CST est d'autant plus importante. Merci Ambre. Donc du coup, on va en venir donc au CST. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Alors en fait, il a été créé en 2021 suite à un COS. Alors c'est le comité d'orientation stratégique. Donc ça, c'est une instance assez importante. Elle est présidée par 4 voire 5 ministres, avec l'Assemblée est constituée de toutes les parties prenantes ayant trait aux produits phyto. Donc ça peut être des syndicats agricoles, des syndicats tout court, des associations de protection de l'environnement, des associations de protection de la santé humaine. Donc en gros, c'est un peu tous les ingrédients pour avoir une poudrière.
Donc du coup, les règles du jeu, c'est vraiment très minuté en termes de prise de parole et c'est plutôt descendant. Il n'y a pas énormément de dialogue ou s'il y en a, ça devient très vite conflictuel. Et donc, c'est un exercice qui est pas super adoré par les ministres parce qu'en gros, quoi qu'ils racontent, soit ils se font taper d'un côté, soit de l'autre, souvent en général des deux, au démarrage, voilà, sur la manière dont sont préparés ces COS. Et donc, en janvier 2020, il y avait un exercice un peu difficile pour eux parce que l'indicateur, vous allez tout savoir sur les indicateurs quand Maxime vous aura présenté ça, mais l'indicateur principal de suivi des ventes des produits phytopharmaceutiques en France avait fait un bond d'un tiers, donc une explosion des ventes. Et donc face à ce signal, bah, le gouvernement a recommandé de créer un comité scientifique et technique pour aider aux prises de décision du plan Ecophyto. Donc c'est comme ça qu'en 2020, bah, j'ai monté le système et on a pu réellement commencer à travailler en 2021 avec deux vice-présidents, un de l'OFB et un autre de l'ANSES. Donc vous voyez, c'est assez œcuménique. L'organisation du plan, donc on a les pilotes, donc là c'est les ministres qui sont en charge et puis ben, c'est les quatre ministères de tutelle du plan qui sont en charge des décisions. Il interagit avec le comité que je viens de vous décrire, comité d'orientation stratégique. Il y a un autre comité spécial sur la stratégie recherche et développement, et puis le CST. Donc nous, on a un premier objectif qui est le suivi des niveaux de vente des produits phyto et surtout l'explicitation des déterminants, pourquoi ça monte, pourquoi ça descend une année donnée, et puis évaluer les actions du plan et proposer des réorientations si on trouve qu'il y a des manques qui existent. Alors, ça, c'est une photo de groupe du CST précédent mandat jusqu'à l'année dernière. On n'a pas réussi encore à faire une belle photo de groupe. Bon, il y avait un peu la météo, etc. Mais bon, donc dans les prochaines présentations, on fera une photo de groupe avec les nouveaux membres. Donc, on a une cellule de coordination donc les trois instituts étant représentés, INRA, OFB, ANSES, et puis on a deux à trois en fonction des périodes. On a eu deux à trois chargés de mission sur les 3 années. Et puis vous avez ici les membres qui sont issus d'un appel à candidature d'experts. Et donc, en gros, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt et que les compétences sont présentes, on peut faire partie du CST. Donc là, c'est très, très interdisciplinaire. Bon, bien sûr, il y a des experts en agronomie, mais aussi en écologie, en sociologie. Dans cette mandature, il y avait aussi un juriste spécialiste du droit de l'environnement. Donc, c'est très, très large. On n'a pas de biologiste moléculaire, mais why not? Vous pouvez, ou des généticiens. Enfin, bref, ça peut être très ouvert. Alors, le type de production, ben, on fait des rapports qui présentent une analyse de l'évolution des indicateurs. On peut faire des cartographies. Donc là, on a plein, enfin, il y a eu le développement par Maxime d'un outil qui permet de visualiser toutes ces données et de faire des liens avec des variables météorologiques pour comprendre les évolutions de stress biotique qui pourraient sous-tendre une plus forte ou une moins forte consommation de produits phyto. Et puis là, c'était ce qu'a mentionné Ambre. Si vous regardez les barres rouges, c'est l'évolution du NODU, donc l'indicateur que vous allez voir tout à l'heure, des CMR1, donc les cancérigènes mutagènes reprotoxiques avérés. Donc vous voyez que par rapport à la décennie précédente, on a quasiment tout limité. Bon, en toute honnêteté, c'est plus des décisions européennes qu'Ecofito, mais il y a quand même un signal intéressant et encore du boulot pour les CMR2. Donc quand même une photo plus récente, donc ça a été pris lundi. On a été c'était un petit test aussi. Les membres du CST sont courageux. On a fait 3 points de terrain. Donc on s'est pris tous la saucée. Donc ici, c'était ici avec Lionel Aleto qui nous a présenté les essais systèmes en agriculture de conservation biologique. Après, on a été sur le site expérimental de la Motte. Et puis enfin, on a terminé euh, euh, chez un agriculteur de mon village qui est agroécologue depuis 25 ans. Et donc, voilà, c'était les différents points. Et donc, maintenant, vous allez voir deux types de réalisations. Une
sur tout le travail sur les indicateurs et en fait des prises de position publiques vis-à-vis de crise, et puis une sur la partie évaluative. Maxime. Donc ouais, je vais vous parler une des dernières réalisations qu'on a fait dans le cadre du CST, qui était, comme on l'a dit, suite, comme l'on l'a présenté, suite aux manifestations début 2024 et au renouvellement en fait du plan Ecophyto. Il y a eu une mise à l'arrêt pour essayer de calmer les tensions début février 2024. Et en fait, dès février 2024, la nouvelle stratégie sortait avec un changement d'indicateur. On va le voir, le NODU avait tendance plutôt à stagner, tandis que le nouvel indicateur choisi a lui plutôt tendance à diminuer. Pour bien comprendre pourquoi est-ce que ça peut être problématique et qui sont ces deux indicateurs, je vous présente là rapidement ce qui était l'indicateur de référence historique du plan Ecophyto, qu'on appelait le NODU pour nombre de doses unités. Le nombre de doses unités, c'est tout simplement la quantité de substances qu'on vend divisée par les doses d'usage. Donc c'est des quantités, des kilos, divisés par des doses utilisées au champ, des kilos par hectare. Ça nous donne quelque chose qui est homogène à des hectares. Et en fait, c'est plutôt un indicateur d'usage. C'est combien de surface théorique on traite à une dose standard. On n'a pas exactement la prise en compte de la toxicité des substances, ce qui est problématique vis-à-vis des objectifs de la SUD où on cherche à réduire les risques, notamment pour la santé et pour l'environnement. Un autre indicateur du coup qui avait été développé, qui a été pensé dès la publication de la SUD en 2009, mais qui a été publié que en 2019, c'est le HRI pour indicateur de risque harmonisé, donc en anglais l'inverse, qui est lui plutôt une sommation des quantités vendues par un coefficient de risque qui est propre au groupe de risque de la substance, le groupe G. Tout ça divisé par une période de référence pour avoir une idée de la dynamique de l'évolution de l'indicateur. La période de référence étant prise en 2011-2013. Le tout multiplié par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Lui, en théorie, c'est un indicateur de risque puisque le coefficient qui va venir multiplier la quantité est censé être proportionnel au risque. En tout cas, c'est ce qui était prévu par l'indicateur. Et donc là, on voit à gauche le NODU et à droite le HRI1. Donc sur la graphique du HRI1, on voit plusieurs courbes. En fait, celle de la France en particulier. Donc c'est les courbes des différents pays européens. La France est celle qui est en bleu foncé, qui arrive à 64. Donc par rapport à la période de référence 2011-2013, qui est donc à 100, on atteint un objectif de moins 36% en 2022, tandis que le NODU, lui, a plutôt tendance à stagner. On enregistre une légère diminution après des variations qu'on explique par ailleurs. Mais voilà, on a des différences en termes de résultats et d'interprétation de l'évolution en fait des risques ou des ventes en France avec ces deux indicateurs. Donc pour un peu comprendre quel petit problème on peut avoir au sein du HRI1, donc déjà il y a assez peu de groupes de risque, il y en a 4. Il y a 4 groupes de risque, les substances à faible risque, donc qui ont des profils d'écotoxicité assez faibles, c'est des substances naturelles ou minérales qui sont pas très dangereux pour l'environnement ou la santé humaine. Le coefficient de pondération qui va venir multiplier les quantités, c'est 1. Ensuite, il y a toutes les substances approuvées par défaut, c'est le groupe par défaut, où on multiplie les quantités par 8. Les substances approuvées dont on envisage la substitution du fait de leur profil écotoxicologique, on multiplie les quantités par 16. Et le groupe 4, qui sont tout simplement les substances qu'on a retirées, qui sont interdites maintenant, parfois du fait de leur profil écotoxicologique, mais pas seulement. Parfois, elles sont juste plus utilisables parce que plus efficaces au champ, qu'on multiplie par 64. Donc, il y a un faible nombre de groupes de risques qui sont pas forcément purement liés au risque, mais parfois juste réglementaires et simplement certaines plus efficaces ne vont plus être renouvelées parce que plus soutenues par les firmes et donc pas forcément liées à leur risque intrinsèque. Et la pondération de 1, 8, 16, 64, d'accord, mais il n'y a pas eu de justification scientifique derrière ces coefficients. Le groupe 2 qui absorbe l'essentiel de la part des quantités, en fait, il est assez peu discriminant et c'est problématique parce qu'il y a des substances qui ont vraiment des doses d'usage à l'hectare et donc des quantités vendues complètement différentes. On voit ici que les insecticides ont tendance à être utilisés à des doses beaucoup plus faibles que les herbicides ou les fongicides, ce qui fait qu'en fait, les insecticides sont invisibilisés dans l'indicateur. Le fait que le groupe 4 ait un très fort coefficient, ça fait en fait un peu mécaniquement diminuer l'indicateur étant donné que le groupe 4, ce sont les substances interdites, donc qui ont tendance à diminuer. Si on met un poids important à ces substances, l'indicateur a tendance à diminuer. Quand on compare les quantités de substances brutes du groupe 4 et l'indicateur global HRI1, on obtient une corrélation supérieure à 90%.
Toutes ces critiques et d'autres ont été adressées dans différentes publications, donc dans la presse généraliste, avec dans un article dans The Conversation, aussi un article un peu plus scientifique qui est en préparation et repris aussi ensuite après dans la presse, notamment par les décodeurs du monde, par exemple ici. Du fait de ces critiques, de l'environnement, des critiques non pas seulement du CST, mais aussi de tout un tas d'acteurs, l'INRAE a reçu une saisine de la part des tutelles, des 4 tutelles, le 27 juin, dont l'objectif était de faire évoluer et d'améliorer cet indicateur achérien qui maintenant était l'indicateur de référence du plan. Donc il y a une double réponse dans ce document, des modifications à court terme, où on va venir patcher les différents problèmes que je vous ai présentés avant, et une modification à plus long terme ou plus profonde, où on va carrément repenser l'indicateur. La solution qui a été explorée au sein de la saisine, c'est d'utiliser un indicateur qui s'appelle le TAT, pour Total Applied Toxicity, qui reprend donc les quantités vendues, mais cette fois qui ne les divise pas ou qui ne les multiplie pas par des coefficients de pondération ad hoc, mais qui divise cette quantité par des valeurs mesurées de toxicité de les substances sur différents organismes. Donc on fait une somme des quantités divisées par les valeurs de toxicité. Donc c'est un indicateur de la quantité de toxiques qu'on émet dans l'environnement. L'avantage, c'est que ces valeurs de toxicité, elles sont obligatoirement mesurées lors de la mise sur le marché à l'échelle européenne des substances actives. Le problème, en revanche, pour les pouvoirs publics qui cherchent un indicateur de référence, c'est que lui, il est calculé pour chaque espèce. En fait, la toxicité, elle dépend de l'espèce sur laquelle on mesure la toxicité. Du coup, on se retrouve avec autant de graphiques que d'espèces sur lesquelles on mesure la toxicité, les invertébrés aquatiques, les poissons, les plantes aquatiques, etc. Donc ça, c'était un petit peu gênant, puisque l'objectif, c'est vraiment d'avoir un seul indicateur. Donc, on a poussé la réflexion. Et d'ailleurs, c'est aussi des choses qui sont abordées, réfléchies dans le cadre de la FAO ou dans la Direction générale de recherche DG Santé à l'échelle européenne, où simplement, on va juste sommer les TAT des différents organismes entre eux en leur donnant un coefficient de pondération. Et ça, en fait, c'est plutôt un choix politique qu'il faut faire pour réagréger. Donc, on part des quantités, on explose pour les différents taxons et ensuite on réagrège avec des coefficients choisis. Et là, il y a tout un tas aussi de limites. Est-ce qu'on fait confiance et est-ce qu'on a une donnée exhaustive des risques sur les différents critères qu'on peut évaluer, les effets cocktail. On prend là chaque substance par substance, mais en fait, il y a peut-être des toxicités accrues du fait des effets cocktail. Est-ce qu'on prend en compte les adjuvants? Est-ce qu'on prend les métabolites secondaires en compte ou pas, etc., etc. Voilà. Et donc, maintenant, deuxième exemple de réalisation du CST, présenté par Margot. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la deuxième mission du CST, qui est la mission d'évaluation de certains dispositifs du plan Ecophyto. Donc, le CST, il a pour objectif déjà d'établir un cadre de comment est-ce qu'il va mener ses évaluations. Et il peut réaliser ses évaluations lui-même, ou bien il peut établir un cahier des charges pour faire l'évaluation par un cabinet externe. Et il a aussi pour objectif de produire une analyse critique des moyens de diffusion des dispositifs du plan qui sont évalués. Pour ça, il a la possibilité de réaliser des enquêtes et des auditions auprès des parties prenantes qui sont impliquées dans les dispositifs du plan Ecophyto qui est évalué. Pour faire ça, donc d'abord pour établir le cadre d'évaluation dans lequel que le CST Ecophyto décide de choisir, on a réuni les 14 experts et expertes du groupe en une journée. L'objectif était de d'établir ce cadre qu'on a appelé la démarche générique d'évaluation du CST Ecophyto et de déterminer les dispositifs du plan Ecophyto que le CST allait décider d'évaluer en 2025. Donc en une journée, on a réussi donc à obtenir des idées de comment est-ce qu'on allait définir le support pour avoir notre ligne rouge d'évaluation, qui est en fait une vision partagée par tous les membres, étant donné qu'on a quand même des membres qui sont de plusieurs disciplines, avec des sociologues, économistes, des agronomes,
avec un langage scientifique qui peut, des fois utilisent des mots différents pour parler en fait de la même chose. Donc il s'agissait d'avoir une vision commune pour aller tous ensemble ensuite dans la même direction, pour éviter d'avoir des débats qui nous permettent pas d'avancer par la suite. Et les 3 évaluations qu'on a décidé de mener pour avoir des livrables, on espère en fin 2025, c'est le bulletin de santé du végétal, c'est les collectifs 30 000 et le dispositif de défi ferme. Ce sont des actions de la stratégie Ecophyto 2030 qui datent aussi des plans précédents Ecophyto, qui sont parmi les plus importants du plan Ecophyto. Le bulletin santé du végétal, c'est un bulletin hebdomadaire qui est distribué par les directions régionales de l'agriculture ou les chambres d'agriculture à destination des conseillers agricoles ou des agriculteurs eux-mêmes pour leur donner l'état sanitaire de leur culture, enfin l'état sanitaire de la région, des cultures de la région, pour évaluer aussi le risque sanitaire auquel encourent les cultures et aussi pour leur partager des nouveautés ou des changements réglementaires qui peuvent avoir lieu sur les produits phytosanitaires ou les importations, exportations de production. Ces bulletins, ils sont basés sur des données d'observation de terrain, donc directement au champ, sur des données de modélisation et aussi sur des données de suivi biologique en laboratoire. Le dispositif des fermes défis, donc ce sont 3000 fermes en France qui ont pour objectif, qui sont accompagnées, qui sont réunies par groupe selon des thématiques, qui sont accompagnées par des animateurs ou des animatrices, dans l'objectif de démontrer des systèmes de culture viables économiquement et des alternatives aux pesticides. Les collectifs 30 000, ça ressemble un peu, l'objectif étant de massifier, donc de passer de 3 000 à 30 000 les fermes qui sont accompagnées par le plan Ecophyto dans l'objectif de se saisir de ce qui a été démontré dans les fermes défis et de les appliquer dans leurs fermes. Le tout dans l'objectif de diminuer sur leur système de production l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Pour pouvoir formaliser cette démarche générique d'évaluation au sein du CST, donc je vous ai dit, on s'est réunis une journée. Sur la base de bibliographie sur l'évaluation de politique publique en général, on a pris les critères qui ressortent de la bibliographie et on a essayé de jeter avec des post-it, donc là c'était en ligne parce on était en bimodal, toutes les idées que chacun avait sur chacun des critères d'évaluation. Je voulais décrire un tout petit peu plus tard. Et comme ça, on pouvait ensuite les regrouper et choisir une définition commune pour chacun des critères d'évaluation. Donc, on est toujours en train de rédiger cette démarche d'évaluation qui décrit comment le CST s'y est pris et qu'est-ce qui compte évaluer à chacune de ces évaluations. Donc, la démarche évaluative du CST Ecophyto, elle part de l'avis d'une politique publique. Politique publique, elle part d'un besoin pour lesquels sont définis des besoins de la société ou d'une partie de la société, pour lesquels sont définis des objectifs, auxquels sont assignées des ressources qui seront utilisées par des actions pour lesquelles on attend des résultats et des impacts. Les critères d'évaluation qui sont définis, qui sont montrés ici, ce sont des critères d'évaluation qui ressortent généralement de la bibliographie de l'évaluation de politique publique. On va évaluer la pertinence de l'existence de cette politique publique. Est-ce que les objectifs répondent aux besoins? Est-ce que les objectifs qui sont assignés à la politique publique répondent aux besoins qui a été soulevé par la société ou une partie de la société? On va regarder par exemple aussi la cohérence externe. Est-ce que cette politique publique ne rentre pas en compétition avec d'autres politiques publiques? Est-ce que ces actions sont redondantes avec d'autres actions de politique publique, etc. On va aussi regarder sa cohérence interne. Donc, est-ce que les actions qui sont mises en place permettent effectivement de répondre à ces objectifs? Est-ce que cette politique publique est efficace? Et est-ce qu'elle est efficiente? C'est-à-dire, est-ce qu'on a pu obtenir des résultats et des impacts avec le minimum de ressources? Et ensuite, le CST Ecophyto a déterminé d'autres critères d'évaluation qui lui paraissent importants
qui ne ressortent pas forcément tout le temps dans la bibliographie d'évaluation de politique publique, notamment avec l'accueil et l'équité de la politique publique envers les cibles envers les parties prenantes qui sont ciblées par la politique publique. On va aussi évaluer l'adaptabilité et la robustesse de cette politique publique, surtout parce que, enfin, des dispositifs, surtout parce que s'il y a un dispositif qui est mis par exemple dans une région, notamment en agriculture, est-ce qu'elle peut être adaptée à une autre région pour laquelle les contextes peuvent être différents. Donc voilà, ça c'était le travail sur l'évaluation de politique publique, donc qui a démarré en janvier et qui est relativement neuf au sein du CST. Merci Margot. Du coup, je vais essayer de répondre très rapidement à la question qui était proposée au démarrage de la conférence. Est-ce que c'est un doux rêve ou c'est un objectif réaliste? Alors, je la fais tout de suite et puis après, je vous donne des éléments d'explicitation. À court terme, faut être franc, c'est un doux rêve. Je pense qu'on ne peut pas sortir directement des pesticides. En revanche, c'est quasi certain, dans un futur, c'est dans 20 ans, dans 50 ans, dans plusieurs siècles, on n'utilisera plus de pesticides. C'est ma conviction. Et maintenant, quel chemin on peut prendre pour atteindre cet objectif? Alors, d'un point de vue agronomique, il y a des dynamiques. Alors, il y en a une particulière parce que le Mécher, on l'a construite avec des collègues, notamment du CIRAD, ce qu'on appelle la protection agroécologique des cultures. Donc, en fait, c'est une manière de conduire les agroécosystèmes en se basant sur trois piliers: la gestion de la santé du sol, la valorisation des interactions au sein de la biodiversité et toutes les démarches prophylactiques. Donc quand on arrive, alors j'ai pas le temps de faire un cours là-dessus, mais on a organisé des écoles chercheurs, des ouvrages en anglais, en français, des formations en ligne en anglais, en français, et puis il y a 2 ans, une synthèse en gros sur un article scientifique de tout ce qu'on peut mettre en place pour faire cette protection agroécologique, dont la conséquence, c'est la très forte réduction, voire la non-utilisation de produits phyto. Et donc, j'ai mis ici un site web. C'est une initiative portée par INRAE, le CIRAD et l'IRD donc au niveau mondial, faire une plateforme de réseautage pour après être un tremplin sur des projets, soit de formation, soit de recherche-développement, basés sur la protection agroécologique des cultures. Une autre idée importante, c'est que le cadre zéro phyto, c'est un cadre d'ores et déjà opérationnel en recherche. Donc il y a eu un ouvrage collectif qui s'intéresse à ça. Et puis là, ce que je vous présente, c'est juste un exemple. Donc ça, c'est un projet défi XP. Donc c'est un des 35 projets actuels qui sont financés sur 6 ans par Ecofito, où en fait, à l'échelle nationale, on a proposé sur 8 sites. Donc vous voyez que c'est très distribué du nord au sud, avec des systèmes de grande culture et des systèmes de polyculture élevage, de faire une agriculture conventionnelle. Donc là, on n'est pas du tout en agriculture biologique. Par contre, on est réellement en zéro phyto, y compris en traitement de semences. Donc au début, quand on a mis ça en place, il y avait beaucoup de critiques, notamment de la part de certains instituts techniques qui disaient on connaît déjà la réponse, ça va pas marcher, etc. Alors c'est pas faux, c'est vrai que ça ne marche pas. Non, mais dans certains cas, alors j'ai pas le temps de commenter, mais on regarde juste les couleurs. En vert, c'est des rendements qui sont satisfaisants. En jaune, ceux qui sont un peu moyens, et en rouge, ceux qui sont décevants. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, le message est pas du tout comment dire tranché. Il y a des situations pour lesquelles on arrive complètement à se passer complètement de produits phyto et en étant très performant. Pour moi, la plus grande surprise, ça a été sur ce site ici. Donc, vous voyez, on est dans le nord de la France. Donc, les cultures, c'est des cultures industrielles. Donc, de la pomme de terre, de la betterave, des légumes pour Bonduelle, etc. Et ça, c'est très, très dépendant des produits phyto. Et là, on a réussi sur les cultures telles que betterave ou pomme de terre à se passer complètement de phyto. Donc, ça donne quand même de l'espoir sur ces stratégies-là. Donc là, dès que j'aurai fini tout un tas de choses, on va soumettre ce papier qui est disponible en préprint et qui présente ces résultats-là.
Et puis, bon, c'est un schéma, là, c'est par ici, je me lance dedans, ça va être une demi-heure, mais le gros message, c'est que la vente des produits phyto, c'est un marché avec des distributeurs de produits phyto et des acheteurs. Et même sans aller dans tout le détail de ces choses-là, mais vous voyez qu'il y a des niveaux réglementaires, il y a les pouvoirs publics qui viennent dans ce système-là, il y a tous les niveaux de formation, de conseils agricoles, et qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une flèche, on peut avoir des actions pour optimiser les stratégies qui permettent de limiter le recours aux produits phyto. Et donc, le gros message, c'est que au-delà des agriculteurs, c'est vrai que c'est eux qui appliquent sur le terrain, mais en fait, c'est vraiment le maillon d'une chaîne. Et en fait, il faut impliquer les filières d'amont et les filières d'aval, impliquer les pouvoirs publics, parce qu'en fait, si ces produits phyto étaient interdits, on pourrait complètement s'en passer. Et donc, euh, oui, dernière petite idée peut-être, c'est que au niveau européen, je trouve que la politique, elle manque de cohérence à l'heure actuelle, puisqu'on a une politique de Green Deal qui vise à préserver l'environnement. Alors, pas que sur les pesticides, il y a la mitigation du changement climatique, etc. Mais où là, on est incohérent, c'est qu'en même temps, on signe des accords de libre-échange où là, on demande aux agriculteurs français de respecter un certain nombre de normes environnementales, et ça, c'est plutôt bien, mais en même temps, en les mettant en compétition directe avec des agriculteurs qui ont enfin, qui ont des normes environnementales beaucoup moins protectrices. Et donc ça, voilà, donc très vite, après, on arrive sur des questions politiques et des choix de société, en fait, sur ces questions de produits phyto. Et donc, merci pour votre attention. Et alors, place à la discussion. C'était pour symboliser la discussion, parce qu'on était en train de discuter avec Pierre, qui est le maraîcher du village de la Gardelle-sur-Lez. Et donc lundi, moi, ce que j'avais repéré, c'était son hangar, vu les cordes qui tombaient. Et ça a été très intéressant de voir comment, depuis 25 ans, il se base de tout intrant chimique en fertilisation, et puis bien sûr, pas de produits phyto. Bon, un grand merci à vous quatre hein, pour cette. Je pense que il n'y a jamais eu autant de personnes connectées sur. Bon, peut-être parce que pour une fois ça fonctionne. Quoi, voilà. Et là, on a encore un problème de micro. Bon, vous allez devoir répéter la question de la salle pour y répondre. On peut la déformer alors. Oui, sûr, si tu n'as pas la réponse. Allez, je vais me permettre de poser des questions qui sont dans le chat. Donc, est-ce que les normes françaises sur les pesticides sont plus contraignantes que les normes européennes? D'accord. Donc ouais, alors on peut regarder un indicateur. Je vais parler sous le contrôle de Maxime. Quand on regarde la BNVD, donc la Banque nationale des ventes des distributeurs, donc c'est là où on récupère les ventes des différents produits. On a 464, Maxime, substances actives qu'on peut récupérer donc, au niveau français. Alors que quand on regarde au niveau européen, là, on dépasse 600, je ne sais pas si tu as le chiffre exact, 620, 630 substances actives. Donc effectivement, il y a un filtre par rapport à d'autres États membres qui peuvent avoir recours à d'autres substances actives. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on voit un produit, il y a deux filtres d'homologation. Le premier filtre, il se fait au niveau européen et on va donner une autorisation sur la substance active. Donc ça, c'est les catégories qu'on peut retrouver sur le site de l'EFSA. Et après, chaque État membre, lui, a la responsabilité de donner les autorisations de mise sur le marché de produits. C'est-à-dire qu'il y a la substance active plus tout un tas de coformulants. Et là, c'est la responsabilité des États membres. Donc c'est là où il peut y avoir des différences. Et donc en France, là, il y a un bras de fer avec l'ANSES qui a en charge le fait de livrer ou de retirer des autorisations de mise sur le marché, sachant que tout le travail qu'on fait là sur les indicateurs, il porte sur les substances actives et qu'en fait l'évaluation de l'impact sur la biodiversité, etc., elle ne tient pas compte des coformulants qui pourtant peuvent avoir des impacts très forts sur santé humaine et biodiversité. Donc bref, pour revenir à la question, c'est oui, ok, d'accord, je fais plus quoi.
On va alterner après avec les questions sales, également. Est-ce que pour chaque produit interdit, il existe une alternative non toxique qui est envisageable à mettre en place à court terme? Exemple, la culture des vêtements. Ah ouais, ok. Merci de la question. Donc, alors, le problème, c'est que la question est formulée de manière binaire et qu'en fait, c'est des choses un peu plus grises. Donc, il y a, pour certains exemples, effectivement, des solutions, par exemple, de biocontrôle, où en fait, c'est ce qu'on appelle de la substitution. On va remplacer un traitement chimique par une autre action. Alors, ça peut être un filet mécanique, ça peut être un organisme vivant, faire voilà, du biocontrôle. Donc, je dirais que dans la plupart des cas, on a des solutions, mais c'est vrai qu'il y a aussi des cas où il y a des impasses. Et donc, il y a un slogan politique, pas d'interdiction sans solution. Et certains collègues, en fait, inversent la proposition. C'est pas de solution sans interdiction, quoi. Si vous voyez la gymnastique. Et alors, quand on revient sur la betterave, effectivement, c'est une bonne question. En Suisse, on arrive à faire de la betterave en agriculture biologique. Ça fonctionne. Et là, dans notre réseau, alors bon, c'est trop petit, puis on n'avait pas le temps. Les rendements obtenus avec zéro produit phyto sont très satisfaisants. Sur quelle période de temps? Donc le réseau, il a fonctionné pendant 12 ans. Donc on a quand même une bonne répétition par rapport à ça. Après, la question, c'est est-ce que finalement ces bonnes performances, elles n'ont pas été obtenues parce qu'au sein du paysage, il y avait Oui. utilisation forte dose. Donc voilà, ça peut rester une question et je dis pas voilà que ça ne marche pas. Sur la question des betteraves, il y a eu un gros projet PNRI où là, en fait, tous les leviers, que ce soit de la génétique, de l'agronomie, d'approche écologique à l'échelle du paysage, etc., ont été identifiés. Et il y a des solutions concrètes qui sont proposées sur sur la gestion des vecteurs. Des questions sales? Ouais, donc, Christian Chavin, Agro-Toulouse. Mm. Deux questions. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour protéger l'Office français de la biodiversité, dont l'existence est un petit peu menacée par les politiques actuelles? Mm. Et deux, où en est l'agriculture de conservation par rapport au glyphosate? Mm. Comment? Ah oui. Alors, il y avait première question, que peut-on faire pour sauver l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité? Et deuxième question, où en est-on des niveaux de consommation de glyphosate en agriculture de conservation? Alors pour la première question, bah, après là c'est du monde politique. Donc là on avait toute cette semaine notre vice-président de l'OFB a effectivement des craintes. Néanmoins, il y a certaines missions qui vont demeurer. Donc, même s'il y a une refonte de l'OFB, les personnels au moins seront recasés. Après, c'est du lobbying. Bon, moi, je peux en faire auprès de mes interlocuteurs ministériels en indiquant que les missions adressées à l'OFB sont importantes. Et après, il y a des aspects effectivement conflictuels qui sont presque. Enfin, après, c'est des questions d'image finalement dans les médias, parce qu'effectivement, un des points importants, c'est le fait que les agents de l'OSB soient armés, qu'ils arrivent dans les cours de ferme avec une arme. Et c'est vrai que ça peut choquer côté agriculteur, mais en même temps, ils ont à intervenir dans des forêts avec des gens qui peuvent être armés, etc. Et donc c'est une question. Donc voilà. Donc je pense que la question, si elle est collective à nous, hormis à écrire à son député préféré, etc. J'ai pas trop d'idées à faire, mais bien maintenir. Ouais, t'as une proposition, toi, Christophe? Non, Non, non. Ah, je pensais, d'accord. Et après, sur le glyphosate, oui, ça c'est une très bonne question. Donc en fait, l'agriculture de conservation, donc c'est une méthode agronomique qui repose sur les trois piliers de diversifier la succession culturale, avoir toujours un couvert permanent et arrêter ou limiter très fortement le travail du sol. La difficulté dans ces systèmes-là, ça va être la gestion du couvert. Et donc, il y a une dépendance assez forte au glyphosate qui reste un peu le talon d'Achille de ces méthodes-là. Donc, où on en est, il y a beaucoup de travaux pour essayer justement de se passer complètement du glyphosate. Donc, une stratégie, c'est d'avoir des couverts étouffants euh, euh, dans un premier temps, et après avoir des actions mécaniques type rouleau faca qui viennent abîmer les plantes. Donc, dans nos climats où il y a un hiver, ça peut fonctionner. Dans des climats plus tropicaux,
c'est plus difficile. Et quand on rentre dans les systèmes d'agriculture de conservation en agriculture biologique, là, c'est la fertilité du sol qui devient limitante parce que les couverts sont pas suffisamment étouffants pour étouffer la flore spontanée qui va venir, quoi. Donc, où on en est, pour moi, c'est encore une question de recherche active. Il n'y a pas encore de solution miracle. On y travaille et en septembre, on reçoit une nouvelle chargée de recherche dont la thématique, ça sera justement comment se passer du glyphosate en agriculture de conservation. Donc, deux questions du chat, c'est sur les indicateurs. Au vu de l'importance des effets cocktails, ne faut-il pas mettre l'emphase sur ces effets dans la mise au point d'un futur indicateur? Et autre question aussi, est-ce que la durée de demi-vie des pesticides est prise en compte dans l'estimation de la toxicité ou même des produits de dégradation? Je fais un premier jet et puis tu complètes. Oui, si. C'était quoi la question? Ouais, non. Non, sur l'effet cocktail. Voilà. Donc en fait, les deux choses qui ont été ah oui, tu l'as dit. Donc les deux choses qui ont été mentionnées dans la question, c'est effet cocktail d'une part, métabolite d'autre part. Ça, pour l'instant, dans la saisine, c'est resté. Voilà, mais enfin, pour moi, c'est une autre question, mais j'y réponds. Donc, les deux premiers points, là, on les a mis en recommandation de la saisine en disant qu'il fallait déjà avoir de meilleures connaissances. En fait, elles n'existent pas, ces connaissances, d'un point de vue réglementaire. On n'a pas de caractérisation d'effet cocktail, alors qu'il faudrait, d'une part. Les métabolites, ben, c'est la même question. On a recommandé d'avoir des tests de toxicité de ces métabolites pour certains, en tout cas en priorité, ceux qu'on retrouve à haute fréquence dans l'environnement. Et l'autre aspect, c'était La rémanence dans les sols. Voilà, la rémanence dans les sols. Dans l'indicateur qu'on propose, alors on n'a pas redonné le cahier des charges, mais il y avait un cahier des charges qui était que l'indicateur devait être aussi simple que possible, calculable par chacun des États membres, prendre en compte les effets tox et cotox. Et en fait, dans le monde des indicateurs, il y a d'autres familles d'indicateurs, tels que celui utilisé au Danemark, le Pesticide Load Index, où là, il y a une prise en compte de la rémanence, du devenir du produit phyto dans l'environnement. Mais bref, on n'a pas retenu ça parce qu'il y avait beaucoup de complexité et encore des parts de subjectivité dans la manière de construire l'indicateur qui nous a pas fait retenir ça, mais c'est effectivement une idée qui serait intéressante. Deux questions simples. Maxime? Non. Alors moi, c'est bon, j'ai rien. J'aurais dû te laisser. La réponse était parfaite. Ça réglera. Question sale. Vas-y, je t'en prie. Du coup, en agriculture biologique, il y a certains pesticides qui sont autorisés. Et je me demandais quel est le pourcentage d'autorisés par rapport, par exemple, à ceux qui sont utilisés en conventionnel. Et quels sont les critères qui sont utilisés pour qu'ils soient autorisés. Ok. Ouais, je te laisse. Bon. Ah oui, donc la question c'est sur le pool de substances actives qui sont disponibles en France, quelle est la part en fait de celles qui sont autorisées en agriculture biologique, puisque c'est vrai de le souligner, c'est-à-dire qu'en agriculture biologique, il y a des intrants et il y a des produits phyto autorisés en agriculture biologique. Et la deuxième partie, c'était Quels sont les critères ah oui, pourquoi, enfin ouais, quels sont les critères qui permettent de les autoriser en agriculture biologique? Donc la part, en fait, elle est très variable. Ça dépend si tu parles de la part en termes de quantité ou si tu parles de la part en termes de nombre. Ok, en termes de nombre, c'est à peu près, il y a à peu près sur les 450, on arrondit à 450 substances actives, il y en a une centaine d'agriculture biologique qui sont autorisées en agriculture biologique. Sachant qu'il y a des substances d'agriculture biologique qui peuvent être très bien utilisées en système conventionnel. C'est pas, on n'est pas en système conventionnel obligé d'utiliser des substances de l'agriculture conventionnelle. Donc ça, il y a un mélange qui se crée sur le terrain entre ce qui est de l'agriculture biologique autorisé en agriculture biologique et le reste. En termes quantitatifs, c'est beaucoup plus en fait parce que souvent c'est des molécules minérales qui vont avoir une efficacité à quantité égale moindre. Donc, souvent on en met plus et plus souvent. Donc en fait, c'est à peu près un tiers de substance versus deux tiers en conventionnel. Par contre, en termes quantitatifs, on est presque à 50-50 en fait. Et après, ça va être sur les critères tox. Alors, il y a tout un.
il y a tout un tas de critères. Est-ce que c'est des sources minérales, naturelles, des organes, des micro-organismes, macro-organismes? Il y a tout un tas de critères qui permettent de dire est-ce que cette substance ou cet organisme, en fait, peut rentrer dans le cadre de l'agriculture biologique. Et donc, il y a des critères de tox, mais aussi de qu'est-ce que c'est que la substance. Voilà. Question d'Elisabeth? Pardon. Oui. Moi, je voudrais savoir quel est l'effort des producteurs de ces produits pour réduire la toxicité. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu ce type d'effort, mais en gros, on parle de pesticides. Donc, l'objectif du truc, c'est de tuer de l'organisme vivant avec différents types de modes d'action. Et en fait, si on limite, on va dire, les effets secondaires, eh ben, on a aussi une perte d'efficacité du produit. Donc, typiquement, euh, on a il y a des exemples, par exemple, sur néonicotinoïdes, donc ils tapent beaucoup sur les aspects de biodiversité, notamment les abeilles. Ben, si on arrête ça, en fait, ça va induire l'utilisation en culture de deux et plus souvent trois applications d'autres insecticides, alors qui sont un petit peu moins délétères pris chacun d'entre eux, mais avec une fréquence plus élevée, quoi. Donc c'est des balances, voilà. Mais effectivement, enfin, disons que le gros des efforts, il se fait au niveau du biocontrôle. Et donc en fait, je pense qu'il y a un shift industriel euh, entre les molécules classiques avec un impact fort potentiel sur santé humaine et biodiversité. Par contre, bon, on a vraiment pas du tout présenté tous les résultats qu'on a, mais si on prend la courbe du biocontrôle, il y a une progression linéaire super importante. Et donc, par rapport à ce que vous mentionnez en termes d'efforts, c'est, à mon avis, un shift vers le biocontrôle, que ce soit pour des substances actives minérales ou des organismes vivants, quoi. Mémo? Ouais, hyper intéressant. Vous l'avez dit, mais en fait, les clés sont aussi sociétales et politiques. Et on pourra avoir un débat là-dessus aussi. Au niveau sociétal, on pratique l'agriculture classique, conventionnelle. Je comprends de la discussion que j'ai avec les agriculteurs que la stabilité des rendements, et c'est un point très très important. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'une année il y en ait moins qu'une autre. Et même si sur une moyenne, et c'est pas de 10 ans, leur retour financier pourrait être égal, ça leur fait mal dans leur historique d'être moins bon sur une année. Et ça c'est un point, il faudrait travailler sur des systèmes assurantiels, justement. Notre truc politique, en ce moment, il y a beaucoup de protectionnisme, tarifs douaniers, etc. Mais finalement, est-ce que ce serait pas une bonne chose qu'on fasse du protectionnisme alimentaire pour chaque bassin de production, y compris l'Afrique, l'Asie, etc., et l'Europe. Et finalement, ça pourrait aussi faire monter les prix sans qu'il y ait de concurrence déloyale de produits de basse qualité. Les gros agriculteurs qui sont souvent ceux qui veulent le plus de phyto sont aussi des gros exportateurs, ils ne pourraient plus exporter quelque part, et les politiques pourraient s'en emparer aussi. Quels sont vos éléments là-dessus? Ça rejoint une question sur l'injustice, justement, pour les agriculteurs par rapport à des produits autorisés en Europe, mais pas en France, ou au-delà. Au-delà. Ouais. Alors, Nemo, ce que tu viens de dire, c'est complètement scandaleux. C'est complètement transversal à l'orientation politique de la Commission européenne. L'objectif vraiment, moi j'avais regardé un peu les textes, on va dire d'accords commerciaux entre l'OMC et l'Europe, et c'est écrit en toutes lettres, c'est favoriser le marché, l'objectif. Donc, et en fait, moi j'ai eu la même réflexion que toi, effectivement, avec la montée des barrières, enfin, avec les politiques de Trump, etc., ça peut être vu comme une opportunité, justement. Enfin, je pense qu'il y aurait deux actions qui seraient possibles. C'est effectivement faire du protectionnisme pour ben, ne plus mettre en compétition alors, les agriculteurs européens entre eux déjà, parce qu'il y a des distorsions de concurrence. Et d'autre part, ben, d'avoir des accords, comment dire, ouais, en gros des blocages pour effectivement revaloriser le travail de l'agriculture. Parce que là, si on fait la courbe, j'ai vu il y a quelques jours, il y avait plus de 18 millions d'agriculteurs à la Révolution française. Donc là, on est à moins de 400 000, donc c'est une chute drastique.
Et on va bientôt, enfin, le danger, c'est la même chose que ce qui s'est passé en termes d'industrie. On a été, enfin, bref, il y a eu une baisse significative de l'activité industrielle en France. Il reste encore une activité agricole qui était de pointe jusqu'à assez récemment et qui souffre de concurrence déloyale. Alors, les solutions, on entend souvent parler de mesures, comment ça s'appelle voilà, de clauses miroirs, merci. Et en fait, la difficulté de ces clauses, c'est la mise en pratique concrète, parce que comment vérifier qu'au Brésil, le cahier des charges de la production a bien été fait. Et donc, c'est pour ça que certains qualifient ces clauses miroirs de clauses miroirs aux alouettes. Et c'est plutôt des clauses de sauvegarde qu'il faudrait mettre pour voilà, protéger les choses. Et après, sur effectivement, l'agriculteur, alors ça se mesure, il y a des mesures d'aversion au risque sur la variabilité des rendements. Et là, les résultats qu'on a dans le réseau Phyto qui continue, hein, maintenant, il y a un autre projet qui est lancé pour 6 ans. Donc, il y a cette variabilité, effectivement. Et il y a un appel à projet qui est en cours, justement pour mobiliser les acteurs d'amont et d'aval, donc les filières, les transformateurs, etc., avec un volet spécifique sur les stratégies assurantielles. Donc effectivement, ça peut être une manière, parce que bon, on n'a pas parlé aussi, là, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a plein de choses à dire, mais c'est tout ce qui concerne les coûts cachés des produits phyto. Donc les coûts de dépollution, les coûts d'impact sur la biodiversité qui rend plus les services écosystémiques, le coût sur la santé humaine. Et donc en fait, si on cumule tous ces coûts, je pense que les stratégies d'assurance, etc., enfin tout ça, ça peut se financer très très simplement. Et donc la solution, effectivement, elle est politique. Alors je sais pas si le bulletin de vote est suffisant, mais en tout cas, les leviers pour moi, ils sont pas qu'au niveau individuel de l'agriculteur, ils existent, on peut progresser, mais c'est d'une part au niveau des filières et d'autre part au niveau des politiques agricoles, au moins au niveau européen et si possible au niveau mondial, quoi. Une dernière question, Nathalie? Comme on remplace l'insecticide par un autre et qu'on est obligé de faire une dizaine d'applications dans le niveau, est-ce que justement les indicateurs que vous avez mis en place permettent de prendre en compte et de comparer où la toxicité environnementale dans les deux cas? Et est-ce que ça, c'est pris en compte quand on va proposer une solution? D'accord. Ouais, merci. Très bonne question. Alors 10, c'est peut-être beaucoup, c'est plutôt l'ordre de 3 sur les exemples de remplacement. Et en fait, la question, elle est super pertinente parce que c'était un des arguments contre l'indicateur historique qui a tourné pendant quasiment 15 ans, qui est le NODU. Puisque lui, en fait, c'est le nombre de fois où on va faire un traitement à la dose homologuée, traduit en surface. Et lui, il n'était pas sensible à ça. Et donc, du coup, en fait, mécaniquement, il pourrait, comment dire, augmenter, alors que finalement, il y avait un moindre impact sur le milieu. Enfin bref, ça, c'était un de ses gros défauts. Et dans la proposition que l'on a faite, cet aspect-là, il est complètement intégré puisqu'on vient prendre les masses qui vont être utilisées avec le profil de toxicité associé. Et donc, de ce point de vue-là, l'indicateur tel qu'on a proposé ATAT, il répond, ou le TAT avec les 8 dimensions, ça répond à cette question-là, quoi. Et ça, c'est un des enjeux parce que les indicateurs, en fait, c'était assez étonnant de voir ça. Donc, mais bon, les formules, etc., c'est au cœur du débat politique. Donc, même le ministre, il demande des explications sur qu'est-ce que c'est que le dénominateur, etc. Donc, c'était devenu un objet politique et j'étais assez surpris On va faire de ce type-là. un exercice très difficile pour Jean-Noël. C'est une question, une phrase de réponse. Ou les collègues, le nouvel indicateur ne devrait-il pas prendre compte des surfaces cultivées de chaque pays pour permettre la mise en évidence d'éventuels avantages compétitifs? Oui. Ah, ça, merci. J'ai un doute sur... Alors, après, on peut compléter. Non, non. Ou la surface du pays en lui-même aussi. Ça peut être une autre option. Mais SAU ou surface du pays, oui. Ok. J'ai un doute sur la conclusion proposée. C'est un doux rêve pour des questions purement sociales, où il reste quand même vraiment des limitations agronomiques dures. Quand on voit les résultats, sur du conventionnel, on peut imaginer que c'est peut-être gérable avec des pratiques plus adaptées.
Et j'en ai un autre sur le même le thème qui dit 50-80 quintaux hectares de blé en conventionnel, 15-30 en agriculture bio, pas simple à gérer. Un commentaire? Oui. Ah ben, un commentaire court, c'est très dur. Non, mais c'est ce gradient, et là encore, c'est un choix politique. Exemple, le Danemark a fait, je sais plus, une augmentation drastique sur les taxes sur les produits phyto, et d'un pays exportateur en céréales, il est devenu un pays importateur en céréales. Donc, c'est des choix de société. Est-ce qu'il vaut mieux gagner des sous en produisant et en essayant de faire rentrer des euros, ou est-ce que il vaut mieux être cohérent vis-à-vis de politiques environnementales dans le secteur agricole? Ouais. Alors, une question sur les pondérations pour le habitat. Sur quelles données sont-ils faits? Comment l'échelle d'importance des espèces est-elle définie? Oui, alors en tant que scientifique, ouais, très bonne question. En tant que scientifique, on a voulu, dans l'exemple, dire que tout taxon est important. Donc, on donne un poids de 1 à tout le monde, mais on veut pas que le scientifique soit celui qui choisisse. Celui qui doit choisir, c'est le politique, selon son affinité. Et est-ce qu'il donne plus d'importance au service écosystémique de la pollinisation ou à celui de sauvegarde des mammifères, etc. C'est un choix à faire, encore une fois, politique. Une dernière question de Marie-Thérèse. Pour la mortalité des abeilles et l'effet des nicotinoïdes. Quand on fait cette étude, est-ce qu'on regarde quelle est la part respective, par exemple, non seulement des prédateurs qui sont connus, mais des parasites, par exemple des acariennes, puisque apparemment, les acariennes, c'est un phénomène qui se développe beaucoup, qui détruit les larves des abeilles, et donc je me demandais si on connaissait les effets comparatifs de l'un et de l'autre. Mais d'ailleurs, ma question va plus loin que ça. Bref, Marie-Thérèse. Nous en resterons aux côtés. Un commentaire? Ok. Donc là, sur cette question-là, il y a des travaux INRAE là-dessus qui essayent d'expliquer la part relative, effectivement, soit directement de présence de produits phyto et notamment néonicotinoïdes dans l'environnement, et d'autres facteurs environnementaux ou biotiques. J'ai pas les résultats en tête, mais je sais qu'il y a des foyers de travaux à Avignon, à Rennes, et puis il y a l'Institut technique de l'abeille qui s'intéresse à ces questions-là. Donc j'ai pas la réponse comme ça, mais il y a des travaux, et c'est comme pour l'épidémiologie humaine, c'est super difficile de faire la contribution respective de chaque source. Donc je pense que ça reste encore dans les difficultés méthodaux pour euh, pour traiter de la question, mais en tout cas l'impact néonicotinoïde sur abeilles, il est avéré super fort. Bon, bien, nous allons clore là. Merci à vous quatre pour cette présentation. Merci à vous pour votre participation et à ceux qui sont en ligne. Bon appétit. Bon, merci. Bon, bien, écoutez, merci à ceux qui sont en ligne. Au revoir.